Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle critique. Et oui, moi ça fait longtemps que j'avais pas enregistré, ça fait plaisir. Et nous allons parler de Don't Breathe, un film sorti en 2016, réalisé par Fede Alvarez. Et oui, bien sûr, pour préparer Alien Romulus. C'est un film avec Stephen Lang, Jane Levy et Dylan Minnette. Et oui, avec un nom pareil, ça ne peut qu'être intéressant comme film. Un film qui a coûté 10 millions de dollars et il en a rapporté 158 environ. Ça a été plutôt un bon succès. Il dure 1h28 et qu'est-ce qui se passe pendant 1h28? Eh bien, c'est 3 personnes qui n'ont pas de sous, mais des rêves et font des cambriolages pour avoir un peu d'argent. On ancre le film dans le désert et le désespoir de Détroit, qui est une réalité malheureusement, et suite à une rumeur, ils vont chez un aveugle pour récupérer un magot, mais ça ne se passe pas comme prévu évidemment. Il y a des textes et des interviews sur le film, il n'est pas confidentiel, c'est un film qui a été fait un peu en réaction à Evil Dead. Evil Dead, je vous l'avais déjà présenté à l'époque sur ma chaîne, si vous voulez voir, il y a encore ma critique. C'est-à-dire que Evil Dead, c'est une franchise, il y a un cahier des charges, et là, ce qu'il voulait, c'est avoir un processus, somme toute normal de création, pas une franchise, faire son film original. Et donc le film est un peu en réaction à Evil Dead, où rien n'était vraiment subtil. Alors ici, c'est pas forcément subtil non plus, mais il y a une façon d'approcher le mystère qui est peut-être plus dans les cordes et dans l'envie de Fede Alvarez. Donc c'est un film d'envie. Et une bonne opportunité pour lui, et un exercice de retournement. On va retourner des clichés de ce qu'on pourrait appeler le home invasion. C'est pas vraiment un genre, c'est pas vraiment une sous-catégorie, mais c'est un dénominateur à certains traits communs de certaines intrigues de films, parce qu'il s'agit souvent d'intrigues. On nomme pas le home invasion par rapport au langage cinématographique, sinon ça se saurait. C'est plus par rapport aux situations décrites dans un scénario. Ici, l'angoisse ne vient pas des cambrioleurs, ils ne sont pas perçus comme une menace, mais ça vient du cambriolé. Voilà, un petit retournement facile. Alors, malheureusement, il y a des petites faiblesses dans cet exercice de retournement, des choses qui sont attendues, que nous allons avoir, mais aussi des choses qu'on n'attendait pas et qui sont malvenues. J'entends par là, par exemple, le début du film, le tout début, où on commence, donc c'est quelques plans, mais ça donne déjà le ton peut-être d'une fragilité, une fragilité d'un récit qui a peur peut-être de l'efficacité, en commençant sur une image incompréhensible. Et tout l'intérêt, et ça vous l'avez vu dans des tonnes de films, dans des tonnes de séries, l'intérêt est de savoir comment la personne en est arrivée là. On commence par des images d'un moment qui viendra plus tard. Une sorte de flash-forward, voilà, pour susciter l'intérêt. Vous voulez savoir comment elle est arrivée là, l'héroïne ? Eh bien, restez avec nous. Voilà. Moi, je trouve que c'est un petit peu léger. Ça donne une espèce de répétition aussi. Si on devait peut-être un peu plus creuser en fait dans le récit par rapport à ce début-là, on pourrait percevoir en fait qu'il s'agit de boucles chez le personnage joué par Stephen Lang. C'est le personnage de Rocky qui est traîné, mais on peut imaginer que c'est aussi la femme là qui a tué sa fille qui est amenée chez le mec, chez l'aveugle. Voilà, qu'il l'a traîné jusque chez lui, symboliquement. J'entends, c'est pas cette image-là, mais c'est l'idée de la boucle, en fait, de ramener quelqu'un chez lui, pour lui faire ce qu'il lui fait dans le film. Donc on pourrait sauver ce début comme ça, c'est que ce n'est qu'une éternelle répétition. Voilà. Tout comme finalement on a des répétitions dans le cinéma de Fede Alvarez, que ce soit les répétitions de choses qu'on connaît déjà, de personnages qu'on connaît déjà, de monstres qu'on connaît déjà, d'histoires, de franchises qu'on connaît déjà, que ce soit Don't Breathe, que ce soit le Millennium, qu'il a fait Ce qui ne nous tue pas, ou que ce soit le Evil Dead et le Alien Romulus, nous sommes clairement sur un cinéma d'un réalisateur postmoderne, d'un réalisateur de recyclage, d'un réalisateur de référence. Et je ne dis pas le recyclage avec un dédain ou un mépris, c'est-à-dire on est vraiment sur quelque chose d'ordre du renouvellement du sang, littéralement.
Et je pense que le sang est aussi quelque chose d'assez important. Le sang et la chair est quelque chose, et la transformation physique est quelque chose d'important dans le cinéma de Fede Alvarez. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été sélectionné pour Alien, en fait. Qu'il a suscité l'intérêt et a suffisamment pu prouver qu'il était apte à être à l'aise avec les images, avec la scénarisation du nouvel Alien. Le film fait 1h28. Et ce qui est bien avec un petit film, c'est que ça commence assez vite. Ça commence dès la 14e minute. Et on équilibre dans le commencement de l'aventure, avec au départ une sorte de refus de la part d'un des membres. Il refuse de commencer l'aventure. Voilà, il refuse l'appel. Souvent, c'est vrai, on dit le refus de l'appel à l'aventure de la part d'un des membres. Mais on va suivre après un peu le manuel appliqué à la lettre sur des notions justement du home invasion, des étapes qui amèneront les personnages à la fin, tout en étant à l'aise avec les références ou avec tout simplement l'organisation de l'action, l'organisation de la tension. Ces références, eh bien, beaucoup de gens ont parlé de Panic Room de Fincher, peut-être parce qu'il y a une ressemblance dans le style, même si je trouve que ce n'est pas vraiment ça. C'est difficile quand même de dire qu'il y a une référence, enfin que c'est le film référentiel de Fincher pour Fede Alvarez, parce qu'il n'y a pas de Panic Room en fait. On pourrait bien plus percevoir des références, par exemple au film Sous-sol de la peur de Wes Craven, par exemple, je dis ça comme ça. Ou alors je pensais à un autre truc, mais c'est pas exactement ça, c'est Until Dark de 1967. C'est une pièce de théâtre dans laquelle il y a une femme aveugle qui affronte des trafiquants de drogue dans son appartement. Bon, c'est plus que ça, mais l'idée d'avoir un aveugle qui va après être dans son appartement, en sous-sol d'ailleurs, l'appartement où se passe le film, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a aussi un autre film que j'ai découvert pour faire justement la critique de Don't Breathe, c'est Intruders de 2015, avec une femme qui va se protéger dans sa maison et piéger les cambrioleurs dans un espèce d'escape game, ce qui est un petit peu le cas de Don't Breathe finalement. Et je pense que vis-à-vis de Panic Room, on est plus sur des références de style plus qu'une référence d'histoire. Nous ne sommes pas du point de vue des cambrioleurs. On ne connaît que très 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 tard leur motivation, et encore, il y en a qu'on ne sait même pas pourquoi ils sont là, ils sont juste là, et menaçants. C'est d'ailleurs ceux qui n'ont pas de motivation qui sont les plus menaçants, parce qu'on ne sait pas, justement. Là où la personne jouée par Forest Whitaker, est celui qui semble avoir le plus de raison, en quelque sorte. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, la déformation des corps et la génétique, c'est quelque chose qui revient dans son cinéma. Que ce soit la déformation du corps dans Evil Dead, dans Don't Breathe, on a des déformations de corps, ne serait-ce que par les blessures, mais aussi via ce que le personnage de Stephen Lang fait dans le sous-sol, c'est-à-dire qu'il va faire un enfant à cette femme, mais tout en n'ayant pas de pénétration, donc il va utiliser un sperme congelé. Et ça, c'est des manipulations génétiques que nous avons déjà eues dans Alien Covenant, dans Prometheus. Et Millennium, on a aussi une transformation du corps, notamment cette scène qui est assez, qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux quand le film était à l'époque en salle. C'est ce corps qui est cloisonné dans une poche sans air, et on enlève l'air de cette poche et le corps se compresse, a du mal à respirer. Voilà. Donc il y a en plus je crois de mémoire qu'il y avait une histoire de jumelles et de choses génétiques entre les deux. J'ai un vague souvenir. J'aurais souhaité faire une critique du Millennium de Alvarez, mais j'ai pas eu le temps. Mais en plus ça m'aurait frustré parce que j'aurais pas fait ceux avant, donc celui de Fincher et les 3 films d'origine. Mais j'ai pas eu le temps. Donc voilà, vous avez juste Don't Breathe, vous avez juste de ce film-là avant Alien Romulus. Mais finalement c'est pas étonnant qu'on ait Alien Romulus. Ça semble logique dans son parcours de vie de cinéma. Créer la vie dans un corps qui se veut étranger. Voilà, en fait. Et c'est un peu aussi un thème que nous avons dans Don't Breathe, justement. Et Evil Dead.
Au final, tout ça tourne un peu ensemble. Hein. C'est pas si comment dire, déconnecté que ça, les films de sa filmographie. Il y a également une progression dans la violence, dans la tension dans le film, mais pendant une grande partie de celui-ci, personne n'est blessé. Il y a moins de sang, mais plus de suspense. Et on pourra toujours trouver dans ce genre de scénario des failles. Vous savez, j'entends par là des failles scénaristiques, de situations. Dans le temps, le film devient trop prévisible. Il y a des mécanismes pour maintenir la tension. On crée de nouveaux défis aux personnages. On déploie de nouveaux dangers, comme par exemple le chien. On déploie également de nouveaux environnements. La cave qui est plongée dans le noir. Et en cela, le film peut fonctionner si on n'est pas trop à cheval sur les conventions, si on n'est pas trop connaisseur du style de film. Jusqu'à la fin du film, vers 1h13, le film se déroule bien, puis à un moment, il a du mal à se résoudre. C'est une espèce d'histoire de va-et-vient autour de la maison, avec un final un peu accéléré, au point d'en être presque grotesque. Là où tout le développement, on prend le temps de déployer de l'attention, de déployer les scènes, de faire durer les scènes un peu plus longtemps. La fin, elle est toute rushée à partir du moment où ils ressortent de la cave et qu'ils ouvrent la porte pour la première fois. Les personnages sont identifiés par leur misérabilisme à deux bases. Ces trois personnes qui vont cambrioler, eh bien, ils veulent cambrioler les maisons pour s'en sortir. Pouvons-nous sortir d'ici avec l'argent ou non? C'est le principe, bien sûr, sortir d'ici de Détroit, mais aussi sortir d'ici dans la maison. Donc, c'est ces systèmes de prison externe, interne, tout ça. Enfin, et bien sûr, les conditionnements pour les personnages, conditionnement moral, conditionnement d'intégrité physique, dans le cas de Monet qui se sent menacé par une espèce de gars là qui doit rembourser, il me semble, de souvenirs, je crois qu'il y a un truc comme ça, et Rocky, elle, c'est l'endroit où sa petite sœur, il me semble, je suis plus sûr, hein, vit, c'est une prison. Donc on a des prisons un peu dans tous les sens. Ça va ancrer le spectateur avec un cambrioleur, mais on peut aussi complètement refuser en fait ces personnes, parce qu'on a cet homme dans la maison qui est aveugle et qui va devoir repousser les individus. Il y a des gens dans ma maison et qui veulent voler mon argent et je ne sais pas si je vais pouvoir les arrêter. C'est le principe aussi de l'autre côté au niveau de l'aveugle, au niveau du personnage de Stephen Lang. Et donc le principe, c'est que le spectateur a le choix de s'ancrer avec l'aveugle ou avec les cambrioleurs. Ici, clairement, en commençant avec du misérabilisme et de la présentation de contexte vis-à-vis de ces trois personnages, en laissant le contexte de l'aveugle un peu en suspens, eh bien forcément, la caméra se place déjà du côté de quelqu'un. Et qui plus est, ça va se renforcer quand on l'en saura davantage par la suite. Et on ne laisse pas le temps au spectateur de faire un choix. Et puis le sordide vient bien sûr faire le choix à notre place, je trouve, vers la moitié du film. Après, on peut facilement en fait effriter cette identification avec des comportements. Il y a le dialogue entre les deux personnes, là, il y a Alex qui ne veut pas faire le cambriolage parce que c'est quelqu'un qui est moral, qui a des scrupules, et le Monet à côté il lui dit « t'as pas de couilles !» Voilà. C'est bien que dans la fiction qu'on accepte cela, évidemment, dans la vraie vie, à moins qu'on n'ait pas d'éducation, on s'en tient à ce qu'on ressent. Et la pression d'autrui n'existe pas. Quand on voit ça en fiction, en ce qui me concerne, j'ai toujours un peu de mal avec ces notions de t'as pas de couilles pour l'honneur ou des choses comme ça, enfin des choses que clairement les scénaristes ne savent pas ce que c'est, hein, pour l'écrire aussi maladroitement dans un film. Et nous retrouvons aussi, à côté des deux zigotos, la femme qui est la plus sage, c'est la dernière survivante, c'est un code qui n'a pas su changer. Eh bien ici, la femme la plus sage, c'est celle qui va s'en sortir à la fin, et l'homme est un sale, donc il va forcément subir et mourir en premier. Ensuite, Rocky n'est pas une demoiselle en détresse, hein, elle sait s'occuper d'elle-même, mais on a quand même cette figure de la dernière survivante qui ne déroge pas à la règle. Et ça renforce bien sûr le fait que même si elle est incluse dans un projet dans le cambriolage, elle reste quand même du côté du public. C'est elle qui est spectatrice de l'horreur plusieurs fois dans le film, soit toute seule,
soit avec quelqu'un. Donc ça renforce l'identification, on est bien plus avec Rocky qu'avec les deux autres. Et ça renforce l'envie de voir Stephen Lang puni quand il s'en prend à elle. L'aspect good guy, bad guy est quand même important, même si dans le film on nous dit que ça n'a pas d'importance. On souhaite les voir punis, presque tous. Et en même temps on souhaite les voir s'en sortir, presque tous. La question est où vous vous placez en fait. Parce que l'aveugle, au début du film, on le plaint. Voilà, il sait pas trop comment s'en occuper. Ça reste aussi sa maison, faut pas l'oublier. Donc même si à un moment il est violent, les autres ils l'ont cherché en fait. Et ils l'ont menacé avec un flingue, donc à un moment, faut remettre les pendules à l'heure. Hein. Mais après, bien sûr, on se rend compte qu'il est dangereux, bien plus que simplement dégager et tuer des gens qui sont dans sa maison. En plus, le personnage, ne dit pas grand-chose. C'est un peu comme si la maison parlait pour lui, hein. C'est une maison qui raconte des histoires. La question est, du coup, pourquoi fait-il cela ? Et la maison va y répondre, précisément. Cet aveugle, je sais même pas s'il a un nom, et à la limite, on s'en fout. Il a des facultés limites du surnaturel. Hein. Arriver d'un coup derrière les gens, avec une perception auditive très très élevée, une force... Voilà, pour prendre les gens, pour déplacer des trucs, on dirait Daredevil, hein, pas loin de ça. Et bien sûr, une capacité à se remettre de coups de violence, comme le coup de, je crois c'est un coup de pelle ou un truc comme ça, qu'il a dans la cave, et après il a le temps de remonter avec le flingue, déjà retrouver le flingue par terre, remonter et tirer sur le mec qui est à la porte quand ils viennent d'ouvrir la porte avec le rayon de lumière comme ça qui frappe sur son visage. Faut avoir un peu de super pouvoir, mais c'est là où ce sont des conventions lourdes. Et même s'il dit on va prendre les choses à rebours, il ne peut pas. Il y a des choses beaucoup trop lourdes. Il y a des choses qu'il faut déployer autrement. Il s'est concentré sur certains aspects qu'il a su, un peu détourner, et il y a d'autres aspects qu'il a complètement laissés en liberté. Le film a plus d'une ambiguïté dans son sac. Ça permet aussi de proposer aussi une autre ambiguïté. Une ambiguïté que je ne connais pas parce que je ne suis pas américain, c'est la loi aux USA qui est complètement aux fraises concernant le port d'armes, par des aveugles. Les médias sont également aux fraises en faisant passer l'aveugle pour la victime, alors que c'est un violeur, un tueur et un kidnappeur. Enfin, violeur, il se défend d'être un violeur, mais bon, on sait à quoi ça ressemble quand même. Donc on déjoue un peu nos attentes sur ces aspects-là, mais c'est aussi, ce genre de petit film est là pour faire de la critique. De société, j'entends. Mais tout cela est un petit peu saupoudré, ce n'est pas le cœur du film. Le film, ça reste un film de sensation. Un film qui se déroule dans Détroit, même si, dans le film, en fait, ça a été tourné un peu en Hongrie, faut dire ce qui est. Mais c'est Alvarez qui veut reprendre les commandes du cinéma, de son cinéma, avec son film. Il est plutôt confiant, il y a une envie de cinéma dans le film, il le joue clairement au son et à l'image, avec un style visuel, c'est assez léché. Le travail son, il est clairement établi. Il y a un montage au début qui est amusant, c'est un montage serré de cambriolage. Au début, on a des petits fragments, avec le point de vue des cambrioleurs, un peu chacun à son tour. Et puis après, le film va aussi se décliner un peu chacun à son tour pour nous présenter leur contexte, comme je vous disais, le misérabilisme. Donc on est sur quelque chose de très fragmenté, vous voyez, de monter en alternance tout ça pendant 10 minutes. Et après, on va avoir toute la scène où ils vont être les trois ensemble dans un même lieu. Donc on va resserrer, la fragmentation se ressoude pour former un bloc entier en unité de lieu, unité de temps pour le début du film, le début du grand frisson. Nous avons aussi un jeu de couleurs entre le vert et le jaune qui est très prononcé. Ça permet de créer toute une sorte d'imagerie claustrophobique. On perd la lumière du soleil, donc la lumière naturelle, pour avoir une lumière d'intérieur. Et on la cherche, on la désire, cette lumière d'intérieur. Et c'est en cela aussi que pour avoir un film où on arrive à voir quelque chose, donc s'il y a cette ambiguïté, eh bien, il y a ces enjeux de lumière à l'intérieur alors que le mec est aveugle. On instaure aussi l'espace dans la maison, dans l'instauration d'un plan long, je dirais pas d'un plan séquence, mais d'un plan long, où on voit les déambulations des gens, la caméra traverse les murs, elle nous prépare aussi certains mouvements qu'on va avoir par la suite. Un plan qui rappelle par exemple celui de Panic Room. Alors là, je veux bien comprendre qu'il y a une référence. Panic Room, on a la caméra qui fait fi de la physique, qui traverse les planchers, et quand on observe un peu
la caméra et les plans, on se rend compte des fois qu'il y a des choses qui ont été prévues, qui étaient plutôt ambitieuses, qui ont été prévues, et au montage, ça a été un petit peu court-circuité. Il y a par exemple un plan, c'est à l'extérieur quand il cherche la clé, on est à l'extérieur, on a un mouvement de caméra, et on cut sur un plan fixe avant que le mouvement de caméra ne se stabilise. Et ça crée une discontinuité. On fait un mouvement dont on n'assure pas l'entièreté. C'est cette ouverture de la porte de derrière la maison. On a un mouvement au-dessus du personnage qui cherche ses clés et on ne sait pas pourquoi, ça cut. Et le pire, c'est qu'il fait ça plusieurs fois. Et puis il y a aussi des points de vue dommageables, c'est-à-dire qu'on veut faire un montage dynamique, donc on filme la situation de plein de vues différentes et après, on ne sait pas pourquoi, on a des plans et on ne sait pas qui regarde. On veut passer par le sous-sol par exemple, donc il passe la main pour essayer d'arracher le cadenas du sous-sol, de la porte du sous-sol. Vous savez, ces portes qui sont à même le sol dans les maisons américaines. Et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on a une caméra dans le sous-sol, qui fait comme ça, qui avance, qui fait un travelling vers la main, depuis l'intérieur du sous-sol. Et on se dit, mais c'est quoi le plan là? C'est le chien, mais il est à l'extérieur, il est en train de dormir, c'est quoi ce plan là? Ah on ne sait pas. Il est là, le plan, il est content. Voilà. Oh, il est content le plan, oui, c'est un petit plan, oui. Voilà, c'est ridicule. Voilà, donc on veut faire son maniériste, avec ses jolis petits travelling et ses points de vue différents et tout ça, mais en attendant, il y a un vrai problème de point de vue. Et ça casse l'immersion. L'immersion, c'est d'être avec les personnages et de faire vivre ce qu'ils ressentent. Mais là, il n'y a rien, en fait, dans le sous-sol, il n'y a que la femme qui est emprisonnée, c'est tout. Donc, tu comprends pas pourquoi il y a ce plan-là. Et de l'autre côté, il y a des choses qui marchent très bien. Par exemple, la scène dans la cave avec la vision de nuit, le chant contre chant avec le réveil de l'aveugle, ça c'est génial. On a le mec qui est en train d'inspecter comme ça dans la chambre à coucher, et puis avant de partir, il se tourne et il regarde quelque chose hors champ, mais ça a l'air de le terrifier, on ne sait pas ce qui se passe. Contre champ, l'aveugle il est réveillé, il est assis dans son lit, mais il regarde pas directement la caméra, il regarde un peu sur le côté, il dit « Qui est là ?» Et il y a un silence terrible. Et là, le chant contre chant, il est ultra réussi. Ça marche très très bien. Ce qui marche aussi très bien, c'est le sound design. Évidemment, le sound design, parce qu'ici on parle à l'américaine, évidemment. Non, mais c'est le sound design, donc tout le travail pour rendre compte de l'ambiance, des craquements de pas, les micro-silences également, avant les grands bruits. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis que le sound design arrive avec le numérique. On a pu travailler précisément les petits impacts, les petites choses. Enfin, ça, par exemple, le cinéma de Michael Bay en est en regorge. Et c'est très efficace pour maintenir une attention, couper l'attention du spectateur, la relancer tout de suite après. Et ça permet aussi de faire passer des choses, des moments, des personnages comme plus imposants, plus forts qu'ils ne le sont de base. Par exemple, le chien avec le son nous apparaît comme un terrible molosse sans pitié, quand il est dans le tunnel notamment. Quand il y a Rocky qui est coincé dans le tunnel et qu'on a le chien qui est derrière. Et en fait, on regarde l'image du chien et il fait pas tous ces bruits-là. C'est juste qu'au son, ils ont rajouté plein de bruits méchants pour qu'il ait l'air vraiment affamé qui va la dévorer. Et ces sons, ils existent et ils sont forts, ils sont perceptibles parce qu'il y a du silence. Il n'y a pas beaucoup de musique dans le film. On sent les craquements. Le son est mis en valeur par le silence, n'oublions pas ça. Et on a plein de petits sons qui viennent surligner les choses aussi. Des whoosh un peu dissimulés, des nappes comme ça de sons, mais qui ne sont pas des musiques, ce sont plus des nappes. Mais ce travail de son est nécessaire. C'est un travail qui est un peu de concert avec la réalisation, qui est délicate, parce que l'histoire ne l'est pas. Ça va dans les extrêmes au bout d'un moment, et encore plus dans son film précédent. Donc ici, le silence est important. Bon, il y a une petite musique de droning, mais un peu moins de droning, ça aurait été bien aussi. De vrombrissement, vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce que je veux dire par droning. Je suis sûr qu'il y a peut-être un courant musical qui s'appelle vraiment le droning, mais moi ce que j'appelle le droning, c'est une espèce de vrombrissement de moteur bas et peu audible, mais qui cerne un petit peu tout le film. Et c'est avec ce type de son proche du sound design que ça ne fait qu'accentuer ou souligner des choses. Mais c'est déjà mieux qu'une musique, parce que sans musique, pas de destin. La musique appuie des destins, appuie des potentielles résolutions de scène. Mais là, il n'y a rien. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Je peux vous dire en tout cas que ce film-là,
il est plutôt réussi dans son style, et il est bien plus réussi que le deuxième. Le deuxième, c'est une catastrophe. C'est déjà pas réalisé par Alvarez, donc là on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui veut réaliser et qui sait réaliser, et quelqu'un qui n'a pas d'idée. À part une à la fin avec des fumigènes. Mais c'est tout. Tout le reste, c'est pas imaginatif, ce n'est pas palpitant, c'est moins bien confectionné, c'est moins beau, et on se fait chier. Je vous conseille pas de voir Don't Breathe 2, mais celui-là, oui, éventuellement, c'est un exercice de style qui est réussi. C'est un petit film aussi, avec tout ce que ça sous-entend. Je lui mettrai un 13 sur 20, voilà. C'est une note encourageante, voilà. J'ai terminé la critique, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous donnera envie de redécouvrir des films de Fede Alvarez avant Alien Romulus, que nous allons bien sûr traiter sur la chaîne, évidemment. Peut-être pas tout de suite, mais ça travaille. Quant à moi, eh bien, je vous remercie de me suivre, je vous remercie de laisser des commentaires, c'est important pour moi les commentaires, ça me fait comprendre que vous êtes là, voilà. Donc manifestez-vous, n'hésitez pas, si vous avez adoré Don't Breathe 2, eh bien n'hésitez pas à me le dire, moi ça m'intéresserait de savoir pourquoi. Quant à moi, eh bien, je vous remercie encore une fois, merci du soutien, merci de votre présence, de votre fidélité, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!